Je voudrais vous prendre par la main et vous emmener à l'intérieur d'un service de réanimation pédiatrique. Des lumières vives, des soignants indifférenciés, silhouettes bleues, occupées, affairées, dans une chorégraphie précise, mais dont l'ordonnancement reste tout à fait énigmatique. Entrant rapidement dans une chambre vitrée, ou regroupés en masse, serrés, à 4 ou 5, autour d'un lit. L'enfant, trop petit, invisible. Les tuyaux, les fils, partout. Les machines omniprésentes. Les scopes. Les gestes des soignants, précis, se répondant les uns les autres. Des parents debout, immobiles ou penchés sur un lit. Pas de pleurs d'enfants, pas de cris. Mais la respiration des machines hyper sophistiquées et les bips permanents des scopes que l'on n'entend plus. Et puis parfois, régulièrement, les alarmes, plus stridentes, qui signent l'urgence. Être soignant dans un service de réanimation, c'est être soignant de milieux extrêmes. Comme dans un drame antique, sont exposés chaque jour des morceaux de vie singuliers qui regroupent les 3 unités spécifiques du drame antique, les unités de temps, de lieu et d'action, avec au cœur de cette action un enfant en détresse vitale. Pour les soignants, c'est un engagement scientifique, technique, mais aussi profondément humain. Il s'agit bien sûr de soigner, de sauver, de remplacer les fonctions vitales défaillantes par des machines, mais aussi d'écouter, de réfléchir, de s'engager dans la réflexion éthique, de décider un arrêt des traitements, de décider des accompagnements en soins palliatifs, et souvent jusqu'à la mort. Alors on sait que côtoyer la mort implique la nécessité d'en faire le récit. L'importance de la parole dans ces services est tout à fait essentielle. Parole de l'enfant, parole de sa famille, de son entourage et parole des soignants. Pour mieux soigner, il faut aussi pouvoir exprimer les choses, parce que la charge émotionnelle est intense et on sait qu'exprimer les choses en diminue l'épouvante. Donc, a été créée la fonction de psychologue auprès des soignants, bien sûr qui vient s'ajouter aux psychologues existants déjà qui interviennent auprès des familles et des enfants. Et je voudrais dire juste un petit mot de cette fonction de psychologue à l'intérieur d'une équipe de réanimation auprès des soignants. Il s'agit d'un soutien de l'équipe qui peut se faire de façon informelle et formelle. De façon informelle, bien évidemment, ce sont toutes les discussions de couloir qui se passent à l'office, dans tous les recoins architecturaux du service, un travail interstitiel. Et puis de façon plus formelle, je voudrais juste citer quelques petits exemples, l'accueil de tous les nouveaux arrivants, la reprise de situations difficiles, un travail d'analyse des pratiques, souvent avec les médecins, et puis l'organisation d'un groupe de parole hebdomadaire. La plupart de ces réunions sont transdisciplinaires et c'est ça toute la richesse de ces échanges. Alors, pourquoi ce travail? Alors finalement, il ne s'agit absolument pas d'un travail d'interprétation de quoi que ce soit. Il faut évidemment respecter les défenses de chaque soignant, mais en même temps, prendre le temps de prendre conscience de ses propres identifications projectives. Et pour ce faire, je voudrais prendre 2 exemples en recueillant les paroles des soignants. Premier exemple, le recueil des cauchemars. Alors pourquoi? Parce que recueillir un cauchemar, c'est le début de l'ouverture à la narrativité. C'est mettre en ordre ce qui est confus, compliqué, effroyable, effrayant dans la tête et qui, du fait de la mise en ordre syntaxique et de l'échange avec l'autre, permet un apaisement de cet effroi. Et puis, je voudrais dire un mot aussi des récits personnels de certains soignants. Pour parler un petit peu des cauchemars, je vais vous lire 2 rêves. Premier rêve, une infirmière. La maman de Mathieu entre dans la pièce et me dit « Joséphine, je vous ai apporté le doudou que vous m'avez prêté. » Lorsqu'elle mit le doudou dans le lit, il s'agissait de moi, couché dans le lit à barreaux, en position fétale. Premier rêve. Deuxième rêve d'une deuxième infirmière. Dans ma chambre d'enfance, l'adolescent dont je m'occupe est dans mon lit, décédé. Mon père me dit que j'ai 2 minutes pour vider ma chambre, car je vais devoir brûler le corps. Mon papa me donne des allumettes et j'essaye de brûler le corps, mais je n'y arrive pas, car les allumettes ne prennent pas feu. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'interpréter, mais on a été frappé par le caractère itératif des thèmes qui étaient abordés. Des thèmes violents, archaïques, régressifs, qui témoignent aussi bien de l'inquiétante étrangeté de cette non-différenciation entre l'animé et l'inanimé, mais aussi qui font la part belle à la violence fondamentale.
Deuxième exemple, je choisis un texte reçu par texto d'une infirmière pour expliquer les liens que chaque soignant peut faire en permanence avec sa vie personnelle, la vie personnelle rejaillissant dans le travail et le travail réagissant bien sûr dans la vie personnelle. Donc lecture du texto. Je suis en train de perdre mon grand-père après une réa de 25 minutes faite par moi. Si tu avais du temps pour en parler, ça me ferait du bien car je ne sépare plus le pro du perso. Voilà, la réanimation, lieu extrême, intensité des émotions, intensité des mots exprimés. Alors il y a effectivement une forme de paradoxe, d'ambivalence en tout cas, entre la richesse de l'expérience vécue et le caractère effractant de cette expérience. Enfin, j'ai passé 30 ans en réanimation, mais 10 ans spécifiquement dédiés à l'équipe soignante de réanimation pédiatrique. Et j'ai été frappée par ce vécu très particulier que vivent ces équipes, enfin ces équipes comme celles de tous les services extrêmes ou de tous les lieux où la mort est présente. Je pense en particulier au travail des policiers. Voilà. Et j'ai tenté de mettre un mot sur ce vécu. Et c'est pour ça que je propose le terme de fonction d'altérance. Alors l'altérance, c'est un néologisme que je propose pour nommer la capacité d'une interaction émotionnellement intense de nous transformer, tout d'abord de façon positive, mais qui, répétée, non métabolisée, non exprimée, poussée à l'extrême, est potentiellement destructrice. En effet, la fonction d'altérance possède une double connotation, d'altérité et d'altération. L'altérité, bien sûr, comme ouverture à l'autre. Mais l'altération entame par l'effet de l'autre et me rend autre. Et qu'est-ce qui fait que le don se transforme parfois en poison? Pourquoi l'autre, démuni, faible, peut devenir tout à coup tyrannique, attaquant, tout-puissant? Pourquoi ce sont les soignants les plus altruistes qui sont souvent touchés par le burn-out? Pour soigner, il est nécessaire de se laisser altérer par l'autre. C'est une condition indispensable. Mais il est également indispensable de consentir à cette atteinte et d'accepter les modifications qu'elle provoque en soi. Sinon, on y laisse des morceaux de soi. Le concept d'altérance, exprimant cette ambivalence, pourrait aider à une nécessaire prise de conscience bénéfique à l'apaisement des tensions intrapsychiques et relationnelles. Si la fonction d'altérance est perçue, nommée, reconnue, elle permet au soignant de reconnaître en lui cette entame par l'altérité, cette altérance venue de l'autre. Ça lui permet de l'accueillir en acceptant l'exigence qu'elle suscite, être assoiffé. Être assoiffé de quoi? De sens. On pourrait imaginer que c'est une réhydratation psychique. Elle se fait où? Ce ressourcement se fait où? Auprès des autres soignants, la plupart du temps, dans la sublimation, dans le travail thérapeutique personnel, évidemment, et par tous les vecteurs de sens. En acceptant de recevoir ce qui vient de l'autre, en s'en laissant affecter, et puis ensuite en pouvant penser cette atteinte, en freinant l'excitation narcissique ou la tentation de copinage, cela nous permet l'accession à une véritable relation empathique et créative. Alors je voudrais juste donner quelques citations. Michel Tournier, dans Le vent paraclet, écrit « La sagesse est altération, mûrissement, mu ». Et puis, comme ce sont les soignants qui disent le mieux leur vécu, comme toujours, je vais vous lire 2 extraits de courriels que j'ai reçus par 2 infirmières et qui, à mon avis, sont complètement explicatifs, bien mieux que je ne saurais le faire, du concept d'altérance. Premier message. J'avais plus conscience de la force que m'apportait notre travail que de la violence de ce que nous vivions au quotidien, paradoxalement. Deuxième témoignage d'une autre infirmière. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter que j'avais souffert pendant ces 2 ans, car en même temps, ces 2 années professionnelles restent les meilleures et les plus enrichissantes. C'est une leçon de vie qui m'a fait mûrir et penser différemment le monde. Jamais je n'oublierai ce que j'ai vécu en réanimation. J'y ai vécu mes meilleurs souvenirs comme les pires. Je suis sortie transformée de cette expérience. L'humanité rencontrée n'a pas de prix, même celui de l'épuisement professionnel. Prendre en considération la souffrance des soignants dans les soins, c'est aussi prendre en considération la souffrance des patients et rendre les soins plus humains. La réa est un lieu de soins d'une humanité indéfinissable. Un lieu de soins d'une humanité indéfinissable. Je profite de cette occasion pour remercier tous les soignants qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années, qui m'ont permis de recueillir, d'écrire et de communiquer toutes ces paroles qui en disent beaucoup plus que beaucoup de théories. Alors,
quand même tout petit peu de théorie. Si la fonction d'altérance, du fait de sa double connotation, entre risque d'altération et soif de sens face à l'appel de détresse de l'autre, peut être un indicateur du risque de burn-out, elle représente également la chance d'une prise de conscience. Ainsi, il serait possible de dessiner pour chaque soignant le trajet suivant. Se laisser atteindre par l'autre, prendre conscience de l'impact de l'affect sur soi, prendre le temps de penser cette atteinte, c'est la capacité négative, faire des liens avec sa propre histoire, avec la conscience du risque d'identification projective, accepter les modifications inhérentes à la fonction d'altérance, avec une maturation accélérée. Une infirmière pouvait me dire qu'elle avait vécu en 2 ans de réanimation beaucoup plus qu'en 21 ans de sa vie et que ça l'avait fait grandir extrêmement vite. S'étayer sur les pairs et les encadrants, c'est la fonction groupale, utiliser la disponibilité des psys par l'écoute et le soutien, et s'appuyer sur ses ressources créatives personnelles, les capacités de sublimation. En utilisant ces ressources créatives personnelles, le soignant est amené à éprouver des sentiments de plaisir, parce qu'il réalise qu'il est le créateur de son quotidien. Je voudrais lire une petite citation de Christophe Dejour. « Le plaisir se déduit du fait que, me confrontant à l'expérience, j'ai découvert en moi des ressources insoupçonnées et des registres de sensibilité qui auparavant ne m'étaient pas ouverts. » La maturation. La reconnaissance de la fonction d'altérance et de ses effets sur les soignants pourrait nous permettre d'évaluer les risques de l'épuisement professionnel et de soutenir les mécanismes créatifs garants d'un plaisir au travail. Alors si je dois conclure, je voudrais juste dire que la fonction d'altérance représente la capacité que possède l'autre, du fait de son questionnement existentiel, de sa vulnérabilité et de son appel, de modifier en chacun de nous notre rapport au monde, nous altérant de sens, et nous obligeant à une transformation psychique, parfois coûteuse, mais toujours maturative.